Bonjour à tous, bienvenue dans cette masterclass verdoyante avec Anne-Sophie Novelle. Je vais présenter très rapidement Anne-Sophie avant de lui laisser la parole. Anne-Sophie est une amie de longue date d'Utopie, blogueuse, journaliste, experte des questions environnementales, non pas antédiluviennes, mais enfin un peu comme nous. Elle a créé, moi je crois qu'on s'est rencontrés il y a 15 ans, quand tu as créé en amont du Grenelle de l'environnement le média web écoloinfo.com, qui était une barre d'outils. Je sais pas, ça existe toujours ou pas? Ou plus? Non, c'est fait hacker par des Chinois. Bon, voilà. En tout cas, une barre d'outils web qui redirigeait vers des sites liés à l'écologie et au développement durable, lesquels sites commençaient à se multiplier. Tu as notamment beaucoup travaillé le sujet de la consommation durable avec un premier ouvrage en 2010 qui s'appelle le Guide du locavore, je crois, puis un travail sur la consommation et l'économie collaborative avec un premier bouquin coécrit avec Stéphane Rio qui s'appelait Vive la co-révolution pour une société collaborative, un deuxième bouquin en 2013 qui s'appelait La vie chère, C-H-A-R-E, mode d'emploi, petit clin d'œil à Georges Perec. Au même moment, on commence à t'entendre pas mal sur les antennes de France Inter et de France Culture. Et en 2015, juste avant et pendant surtout la COP 21 à Paris, tu as créé ce lieu qui s'appelait Place to Be, aucun rapport avec Bicorp, qui mobilisait, qui rassemblait même dans un même lieu plusieurs centaines de journalistes, de blogueurs, de photographes et d'ONG pour parler du climat autrement et imaginer un nouveau récit sur le sujet. À peu près au même moment, on commence à te voir pas mal aussi en télé, sur France 2, sur Public Sénat, sur Ushuaïa TV. Et puis, en 2019, tu as sorti un super documentaire que je recommande vivement à tous ceux qui ne l'ont pas vu, qui s'appelle Les médias, le monde et moi, et qui explore la question de la responsabilité des médias, avec un joli parallèle d'ailleurs entre le secteur des médias et le secteur de la food, je dirais, avec toute une série de problématiques communes qui sont l'infobésité, la médianorexie, la traçabilité de l'information, comme on a une traçabilité de ce qui compose notre alimentation, et même un plébiscite pour les circuits courts, le circuit court de l'info, qui ouvre des voies notamment intéressantes à la presse quotidienne régionale, mais pas que. Il y a un livre aussi que tu as fait en complément de ce documentaire qui s'appelle Les médias, le monde et nous, de mémoire, paru chez Actes Sud. Très récemment, c'est-à-dire il n'y a même pas 15 jours, tu as fait partie des initiateurs de la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique. On en reparlera sans doute dans les questions, puisqu'il semblerait, on en parlait un peu en off là avant de commencer cette masterclass, qu'on assiste à ce que j'appellerais un frémissement climatique dans les médias, avec le tournant de Radio France notamment. Mais on en reparlera dans les questions, car en fait, on avait prévu cette masterclass avant l'été, avant tout pour que tu nous parles de ta dernière enquête et de ton nouveau livre qui s'appelle L'enquête sauvage, pourquoi et comment renouer avec le vivant. Donc on va parler, si ça te va, si ça vous va, principalement du livre et de ce sujet-là, de notre lien au sensible et au vivant quand on va te donner la parole. Et puis on reviendra peut-être sur le sujet des médias, peut-être d'ailleurs pas juste en lien avec le climat, mais peut-être aussi avec la biodiversité. Nous, on milite beaucoup chez Utopie pour traiter ensemble les sujets climat et biodiversité. On pourra en parler aussi dans les questions. Je te laisse la parole. Merci en tout cas beaucoup d'être avec nous ce jeudi. Oui, bonjour et merci pour cette invitation. Ça a été compliqué de venir en vrai, donc je suis désolée de vous retrouver en visio. Mais comme je disais à Léo et Anaïs, en fait, il y a des grèves aujourd'hui, donc de toute façon, je pense que ça aurait pu être un peu risqué. Je ne serais pas arrivée à l'heure. Voilà, bon. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir en vrai une autre fois. Et voilà, donc bon, tu as fait une bonne intro de tout ce que j'ai pu faire. Ça peut paraître peut-être un peu éparpillé ou aller dans plein de directions différentes. Mais en fait, chaque enquête me pose à chaque fois de nouvelles questions et j'ai l'impression d'avoir en fait des obsessions comme ça que j'essaye d'explorer en profondeur en parallèle du travail que je fais pour différents médias en tant que journaliste indépendante pigiste. Et voilà, donc pour l'enquête sauvage, il faut savoir que c'est un travail qui a commencé
il y a 2 ans et demi. Donc, au moment du confinement, j'étais en train de terminer un tour de France avec le film Les médias, le monde et moi. On a fait plus de 100 dates, etc. Et dans cette enquête sur les médias, j'ai vraiment mis tout ce que j'avais dans le bid par rapport à ma profession, par rapport à ce que je pense de là où on doit aller, justement dans le traitement médiatique des questions écologiques. Et j'avais envie de me poser pour faire un point avant de repartir sur une autre thématique ou un autre travail. Et à ce moment-là, viennent vers moi le réseau des Colibris, mais surtout la maison d'édition suisse, la Salamandre. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent cette revue, mais elle existe depuis une quarantaine d'années. Elle a été créée par Julien Perrault, qui depuis l'âge de 14 ans sait qu'il veut être journaliste et parler des questions naturalistes. Donc voilà, il a monté ce journal qui est très connu, c'est une vraie institution en Suisse. Et voilà, ils éditent ce journal avec des déclinaisons pour les plus petits et ainsi que pas mal d'ouvrages. Et ils viennent me voir en me disant qu'ils veulent lancer une nouvelle collection qui s'appelle Aventure pour le changement, où ils donnent un ou une journaliste 1 an rémunéré pour explorer un sujet sous forme de récit à la première personne. Et là où j'ai eu de la chance, où il y avait une jolie synchronicité, c'est que j'étais en train de me poser, forcément c'était le confinement, et je me rendais compte qu'il y avait une thématique que j'avais jamais, sur laquelle je m'étais jamais trop penchée, c'était justement ces questions de biodiversité et de vivant. En tout cas, pas de manière sensible. Et c'est ça qui m'a intéressée dans leur demande, c'est qu'ils m'ont dit, voilà, on aimerait que tu explores cette question de qu'est-ce que c'est que de grandir avec la nature. Alors, moi, j'avais un problème avec cet intitulé-là, parce que je leur ai dit, si on parle de grandir, tout de suite, ça fait référence plutôt à l'éducation et aux enfants. Et le terme de nature me paraissait un peu inadapté dans le sens où de tout ce que j'avais pu lire jusqu'à maintenant, me considérer comme étant extérieur à la nature ne me paraissait pas très, très juste, en tout cas dans la dénomination qu'on pouvait y apporter. Et voilà, donc on a commencé à discuter et à partir de la fin de l'été 2020, j'ai donc commencé cette enquête qui devait durer 1 an, mais qui a duré 1 an et demi en raison des différents confinements et des restrictions que j'ai pu avoir. Et donc, comme chaque travail journalistique, j'ai d'abord commencé par lire énormément de rapports, d'ouvrages, avant d'aller sur le terrain à la rencontre de différents interlocuteurs. Et j'ai surtout réalisé quelque chose, c'est qu'en tant que journaliste, ça a beau faire 15 ans que je travaille sur ces questions d'écologie, j'avais une connaissance assez intellectuelle de cette question du vivant. Et quand je dis ça, c'est voilà, une connaissance des institutions qui travaillent sur le sujet, une connaissance des chiffres, de l'extinction du vivant, de certaines initiatives, mais aucunement une connaissance, on va dire, sensible des choses. Et c'est ça qui m'a plu dans le travail qui m'a été confié, c'était de faire le lien entre le sensible et le savant. Et me dire finalement, là, depuis quelque temps, on a des auteurs comme Baptiste Morisot ou Vinciane Després. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de leurs ouvrages, mais qui en tout cas renouvellent ou approchent ces questions de vivant de manière un peu différente. Et moi, je me disais, en fait, j'entends ce qu'ils disent, je le lis, je trouve ça fascinant, mais au-delà de ça, comment est-ce qu'une personne lambda peut prendre dans son quotidien la mesure de ce qui nous est proposé à travers leurs propos pour voilà, agir différemment et initier ce que Morisot appelle cette diplomatie interespèce, ce rapport plus horizontal et cette manière différente d'habiter le monde. Est-ce que on peut le faire ou est-ce que le système ne nous enferme pas dans une logique qui rend ça plus compliqué? Et donc, je suis partie comme ça avec ma petite machette, j'ai envie de dire, dans une enquête un peu dans tous les sens au départ. Et je me suis vraiment interrogée sur, voilà, qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que je crois par rapport à tout ça, qu'est-ce que je vis, et quand on comprend ces enjeux, qu'est-ce qui donne envie d'agir? Et je pense que ça doit être des questions que vous vous posez aussi au quotidien au sein d'Utopie. Et en filigrane, j'avais toujours aussi cette réflexion sur la notion de récit. Ayant travaillé sur les médias auparavant, ayant questionné avec Place to Be la manière dont on fait passer un message,
dans cet ouvrage, j'avais aussi envie de décortiquer différemment la façon de parler de cette question du vivant, de la biodiversité, et en filigrane, d'essayer d'être le plus proche possible des lecteurs et lectrices pour essayer de les faire cheminer à mes côtés, et je dis ça sans prétention, hein, pour comprendre comment retisser ce lien. Alors du coup, sans vous dévoiler tout le contenu du livre, mais peut-être en vous expliquant un peu sa composition, c'est un récit, c'est peut-être le récit le plus intime que j'ai pu écrire jusqu'à maintenant, donc à la première personne, où en fait je décompose pas à pas ce que j'ai pu comprendre du sujet, en alliant donc ces réflexions et ces savoirs aussi bien scientifiques, philosophiques, anthropologiques que l'on a, et la pratique qu'en ont certains acteurs, et à chaque fois en étant le cobaye sur ce chemin. Donc j'ai fait pas mal d'expériences de terrain, au-delà des reportages et des interviews que j'ai menées. Alors des expériences aussi bêtes que observer ce qui se passe dans mon jardin, ou voilà, à travers les oiseaux qui peuplent les arbres à côté de notre maison, parce qu'on a la chance, nous, d'avoir une maison de famille à 25 km de Bordeaux, que d'aller faire de l'affût ou du bivouac en pleine forêt, chose que je n'avais jamais vraiment fait, comme le pistage ou des expériences avec des photographes animaliers, aller tester les marches en forêt dont on parle beaucoup en ce moment pour voir un petit peu de quoi il ressort, ou des expériences de cueillette de plantes sauvages pour apprendre à les reconnaître ou à s'en servir au quotidien. Comme voilà, d'autres approches plus liées à la permaculture, ou des stages dans la Drôme pour faire du bushcraft avec des personnalités comme Éric Julien ou Kim Pache par exemple, qui peuvent vous apprendre une journée à faire du feu avec ce qui vous environne, voilà, à 100 mètres à la ronde. Donc j'ai fait voilà, un certain nombre d'expériences, et dans la narration, j'explique toutes les étapes qu'il m'a fallu franchir avant de comprendre vraiment comment retisser ce lien au vivant, mais surtout ce que ça peut ancrer chez quelqu'un dans l'envie d'agir différemment par la suite. Et donc, dans le récit que je propose, c'est quelque chose de très personnel, et j'invite chacun et chacune à le faire ensuite. Mais en gros, j'explique que moi, j'ai commencé par m'interroger sur la notion d'écoute. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'appels pour se reconnecter au vivant, mais ça signifie quoi en fait, ces appels à se reconnecter au vivant? Et donc, dans le silence du confinement, je pense que beaucoup ont compris qu'on entendait mieux, notamment les oiseaux, où on pouvait observer le retour du sauvage même dans certains quartiers un peu partout en France, mais de manière générale, avec le bruit de la civilisation, la biodiversité qui nous entoure disparaît dans un silence complètement voilà, qui nous laisse généralement assez indifférents. Et moi-même, quand je vais me balader, je me suis rendu compte que je faisais pas vraiment attention. Souvent, j'y vais avec des amis ou en famille, on parle très fort. Et apprendre à se taire et à entendre ces appels et à écouter ce qui se passe, pour moi, a été quelque chose d'assez fondamental. Ça peut paraître peut-être idiot dit comme ça, mais c'était pour moi la première étape en réalisant qu'en fait, le bruit de notre civilisation a aussi des impacts non négligeables en fait sur le développement du vivant, notamment dans l'océan. On fait trop de bruit, et le bruit de notre civilisation en fait participe en premier lieu à l'extinction des espèces qui nous entourent, et donc on crée une sorte de brouillard acoustique. Et là, les chiffres, vous l'avez vu encore hier, expliquent que les oiseaux disparaissent à vitesse encore grand V. On estime qu'on a perdu 30% des oiseaux en 30 ans, et ça ne cesse de continuer. Or, les oiseaux, pour moi, étaient un parfait messager par rapport à tout ça. Et après avoir appris à les écouter, et c'est pas chose facile, je me suis dit, tiens, il faut que je rentre dans une autre dimension, qui est un autre sens, quand on parle de sensible, qui est celui de l'observation. Là encore, dans le lien au vivant, quand on parle d'observation, ça peut être aussi bien le sens que l'on développe lorsqu'on fait de l'affût, que celui qu'on va développer, dont parle bien Morisot aussi, sur le pistage,
Donc le fait de repérer les traces, les laissés, les coulées ou les souilles voilà, du monde sauvage qui nous entoure. Mais c'est aussi petit à petit en fait comprendre qu'on partage un lieu de vie et qu'on l'oublie trop souvent. Et donc c'est aussi un style d'attention qui nous est invité voilà, à développer. Et donc, j'ai côtoyé pour ça des photographes animaliers. J'ai été voir les personnes du Muséum national d'histoire naturelle et notamment ceux qui s'occupent du programme SPIPOL, voilà, qui est un programme de sciences participatives. Et j'ai eu des témoignages vraiment très forts de participants qui se sont pris de passion pour une activité aussi simple que de photographier chaque jour des buissons pendant 20 minutes sur lesquels la biodiversité et notamment les insectes et les pollinisateurs peuvent vivre. Et ces gens-là ont une vie qui a profondément été bouleversée par ce type d'exercice. Et donc, du coup, de chacune de ces expériences qui m'ont été livrées, j'ai pu voilà, m'interroger à chaque fois sur ce sens de l'observation, sur l'amnésie aussi qu'on a développée dans notre rapport à tout ça. On ne sait plus voir, comme j'avais constaté qu'on ne savait plus entendre. Mais voilà. Et surtout, est-ce que voir le vivant qui nous entoure, est-ce que c'est savoir donner le nom des espèces d'arbres ou de champignons, de fleurs ou d'espèces vivantes que l'on observe, ou est-ce que c'est comprendre en fait tout simplement l'alphabet du vivant, c'est-à-dire l'écosystème dans lequel ça se passe, la logique en fait qui anime tout ça et l'équilibre fragile et à la fois aussi dynamique dans lequel ça s'inscrit. Et du coup, ça interroge aussi sur la notion d'utilité du vivant. C'est-à-dire que en ce moment, il y a beaucoup de stages de développement personnel qui sont par exemple proposés pour se reconnecter à la nature, qui n'est pas du tout l'approche que j'ai voulu développer dans mon livre, parce que je trouve que quand on est uniquement dans ce type d'approche, on est encore dans un rapport très utilitariste à la nature, où on y va pour son propre bien-être sans forcément se pencher sur cette altérité qui nous entoure. Et finalement, apprendre à connaître, ressentir, c'est peut-être aussi juste se poser et observer dans un rapport profondément horizontal de tout ça. Donc, je détaille aussi ça. Hein, je vous brosse ici les grandes esquisses de l'ouvrage, mais c'était un peu la tentative que j'ai eue à ce niveau-là, à m'interroger aussi sur les mots qu'on utilise pour parler de tout ça. Et forte en fait de ces deux premières tentatives à mieux écouter et mieux voir, je me suis rendu compte aussi que pour se reconnecter, il fallait absolument travailler sur une autre dimension qui est celle de nos peurs. Parce que bien souvent, on a des idées reçues liées à des stéréotypes assez profonds dans notre rapport à la nature. Et donc là, pareil, dans les ouvrages que j'ai été un peu déterrés, il y a ceux d'un chercheur comme François Terrasson, qui a beaucoup écrit quand il était au muséum sur cette peur de la nature. Mais j'ai aussi été rencontrer une chercheuse comme Christine Rollard, qui travaille par exemple sur les araignées, et qui sont des chercheurs qui essayent de nous montrer que le sauvage, on a tendance à y mettre beaucoup de choses effrayantes, alors qu'en fait, c'est juste un apprentissage qui nous permet de dépasser un certain nombre de fantasmes et un grand nombre d'ignorances. Et donc, je me suis intéressée à partir de là à ce qu'on appelle, au fait de s'ensauvager, ça signifie quoi? Et là, j'étais heureuse de découvrir qu'il y a beaucoup de gens qui se placent sur ces lisières, voilà, en disant s'ensauvager, c'est se reconnecter, comme le fait un peu l'anthropologue Nastasia Martins. Si vous avez lu, par exemple, Croire aux fauves, vous pouvez comprendre ce qui se passe quand elle se fait agresser par un ours et que elle est mi-femme, mi-ours à partir de cette agression et que ça la fait énormément réfléchir sur c'est quoi mon rapport à l'autre, à cette altérité et qui suis-je finalement dans ce grand tout qui nous entoure. Et c'est un peu le même type d'expérience que mène Geoffrey Delorme, par exemple, quand il vit pendant 7 ans dans une forêt en Normandie et que du coup, il explique qu'à force de manger dans la forêt, il s'en sauvage aussi, il devient chevreuil. Voilà, et si ces récits vous intéressent, il y a aussi celui
Craig Foster dans La sagesse de la pieuvre sur Netflix. C'est pas un livre cette fois-ci, c'est un documentaire, mais que je trouvais assez intéressant aussi dans cette relation qu'il noue avec sa pieuvre au quotidien et sur les limites qu'il se donne pour ne pas interagir et trop rentrer dans son monde. Donc on est vraiment sur ces notions de lisière et voilà. Et donc le sauvage qu'on doit apprendre à préserver, ça veut dire à quel moment on sait comment le respecter, à quel moment on s'empêche d'apprivoiser le sauvage, à quel moment on cesse de croire qu'il n'est là que pour nous rendre service et quel type de relation doit-on réinterroger. Voilà. Et à partir de là, donc c'est un peu la partie un peu centrale du livre, et ben j'essaye d'interroger en fait ce qui dans nos racines, dans notre culture profonde, mais aussi dans les arbres de vie, hein, dans finalement la phylogénétique, ce qu'on peut aller chercher pour interroger ce logiciel de milliards d'années qui a fait qu'on est là aujourd'hui, mais aussi voir comment au quotidien on peut cultiver ce rapport au sauvage et à la nature. Une fois qu'on a compris intimement de quoi il ressort, qu'est-ce que ça peut en fait insuffler chez nous comme type d'action, et j'ai envie de dire de manière assez politique, un peu comme vous pouvez le faire vous dans votre quotidien en accompagnant des structures et des entreprises. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour aller plus loin et insuffler un autre type de logique. Et donc c'est là que je pars en fait de ma prise de conscience pour aller voir aussi la notion de cohabitation. On en a beaucoup parlé, mais sur des territoires donnés, il y a énormément de conflits d'usage. Voilà, ne serait-ce que sur des questions aussi polémiques que la chasse, par exemple, ou la pêche, mais aussi d'autres thématiques qu'on retrouve sur l'urbanisation du territoire, la bétonisation. Et donc, laisser la terre se réensauvager, qu'est-ce que ça signifie ? Prendre soin du sauvage, qu'est-ce que ça signifie aussi ? Quel serait le bon designer du vivant aujourd'hui et comment agir dans ce cadre-là. Donc, je vais voir les époux Cochet, par exemple, qui ont travaillé dans le Vercors sur le rachat de terre avec l'Aspace, comme un retraité à côté de chez moi qui a préféré revendre son appartement là, pour lequel il avait économisé à Arcachon en se disant ça fait pas sens pour moi, je préfère acheter des forêts et les préserver pour les 100 prochaines années en posant une ORE, donc une obligation réelle environnementale. Et ces gens-là sont tous et toutes passionnants parce qu'ils transmettent justement de cette vision du vivant et du fait qu'on est juste de passage et que notre rôle aujourd'hui est plutôt de défendre ça plutôt que de préserver même. Et donc, c'est là qu'ensuite, je rentre dans les questions de lutte, avec un regard qu'on peut avoir sur le sujet que vous connaissez bien, j'imagine, de zone à défendre, sur ce que les institutions nous permettent de faire ou pas, avec des considérations sur ce millefeuille administratif qui aujourd'hui rend ça bien peu lisible. Et puis, bien entendu, sur tout ce qui nous est permis de développer, sans que ça ait peut-être encore assez de force juridique, mais quand on donne une personnalité juridique à une entité comme un fleuve ou une montagne, ou tout ce qu'on peut développer autour de la notion d'écocide. Et ça, je trouve qu'aujourd'hui, on a des initiatives fort riches qui se développent en la matière, mais qui juridiquement ne nous permettent pas encore, et quand bien même elles existeraient juridiquement, c'est pas pour autant que ça nous permet de bien défendre ces entités. Donc ça pose plein de questions en fait sur notre façon d'agir en la matière. Et voilà. Et ensuite, je pouvais pas terminer cette enquête sans questionner la notion de transmission. Donc les héritages. Donc bien sûr, dans cette question de transmission, il y a celle de ceux qui vont préserver pour leurs petits-enfants et pour les générations futures. Mais il y a aussi tout le mouvement qu'on oublie trop souvent d'éducation nature, qui aujourd'hui s'enrichit d'ailleurs de démarches comme le fait de faire classe dehors ou de mettre en place des forest schools. C'est un mouvement qui est beaucoup plus développé dans le monde anglo-saxon ou en Allemagne par exemple, et qui en fait tente à se développer depuis 2 ans
en France. Et là-dessus, il y a des vraies problématiques. Parce que en 2015, par exemple, on sait que seuls 4 Français et Françaises sur 10 enfants passaient du temps à jouer en extérieur chaque semaine, ce qui est très peu. Pardon, je me trompe, c'est 4 enfants sur 10 qui ne vont pas jouer en extérieur en semaine en France en 2015. Mais au-delà de ça, on est de plus en plus enfermés entre 4 murs ou derrière les écrans. Il y a des vraies inquiétudes émises aujourd'hui par le monde éducatif. Et dans ce rapport au vivant, je suis assez inquiète parce que si on n'explique pas dès le plus jeune âge en quoi consiste, si on ne cultive pas ce lien-là, alors qu'on peut apprendre plein de choses, on peut apprendre à lire, à compter et à faire de la géographie ou autre dans la nature, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut insuffler profondément le goût de défendre ce qui nous entoure. Et donc, il y a des vraies recherches très intéressantes sur ces sujets en sciences humaines et sciences sociales que je vous invite à consulter. Et tous les acteurs qui évoluent dans ces milieux-là sont désolés de voir à quel point on insiste tant sur les mathématiques en oubliant qu'en fait, il faudrait surtout que les enfants passent plus de temps en extérieur au contact de tous ces éléments. Donc voilà, il y a aussi beaucoup de choses à raconter à ce stade-là dans la manière dont on établit ce lien au vivant. Voilà, et donc en fait, moi je ressors de cette enquête en étant il n'y a rien de fictionnel dans ce que je vous ai raconté. Hein. Toute l'enquête que j'ai faite, il n'y a pas d'expérience qui est superflue ou non vécue. Donc vraiment, c'est un travail qui m'a aussi profondément bousculée, intérieurement parlant. Je pense que dans ma pratique journalistique, il y a des projets que j'ai envie de développer maintenant riches de cette enquête. Mais surtout, je me suis rendu compte que c'était encore très compliqué d'en parler. Vous écoutez la radio le matin, quand Nicolas Demorand dans la matinale vous parle un peu de biodiversité quand ça arrive, il peut, vous ferez attention, mais les 2 dernières fois que j'ai entendu en parler, à chaque fois il pouffe de rire dans le studio, que ce soit en parlant des écureuils sauvages qui se rapprochent des habitations ou de je ne sais plus quel autre sujet la dernière fois, mais on est typiquement dans cette façon de pas considérer que ces sujets-là sont sérieux, alors qu'en fait, on ne fait qu'en dépendre profondément. Et donc, je pense qu'il y a une culture, une façon de voir les choses qui doit profondément changer, sans se prendre la tête non plus, mais il y a des choses à faire. Et je vois bien que parfois, même quand on a travaillé là sur la charte, il a fallu batailler longtemps avec certains membres qui ne voulaient faire apparaître que le climat et rappeler à chaque fois que le vivant est tout aussi important, si ce n'est plus. Voilà, c'est plutôt essentiel et heureusement on a réussi à le garder à la fin. Et en fait, plus fondamentalement, je termine le livre avec un chercheur qui s'appelle Vincent Bretagnol, qui est dans les Deux-Sèvres, qui est à l'origine de la tribune publiée en 2018 pour alerter sur le déclin massif des oiseaux, qui lui fait un travail empirique de terrain assez intéressant. C'est pas un chercheur académique conventionnel, on va dire, dans le sens où il fait que une approche vraiment très empirique avec les habitants, voilà, dans les Deux-Sèvres à Chizé, le laboratoire de Chizé CNRS, et qui lui ne cesse justement de voir comment faire changer les pratiques et des agriculteurs et des chasseurs et des citoyens pour mieux considérer ces questions. Et Vincent fait partie des gens qui, pour moi, ont une pensée la plus puissante aujourd'hui, où il explique que finalement, sur le climat, bon voilà, on en parle beaucoup, on sait ce qu'il faut faire, n'est pas pour lui encore totalement dans le rouge, même si on y est quand même déjà un peu, mais ce qu'il explique, c'est qu'on a largement dépassé les limites en termes de biodiversité et que on oublie complètement dans ce qui est en train de se faire en ce moment que la richesse du vivant est peut-être la première solution dont on dispose pour aujourd'hui apporter des réponses au changement climatique. Et moi, je vois bien hein, dans les environs à côté de chez moi où
même là dans les débats qu'il y a sur les grands parcs éoliens qui sont implantés offshore, on a envie d'aller plus vite pour des raisons climatiques, d'économie d'énergie, etc., en oubliant que ça a des conséquences pardon, sur l'environnement et qu'on peut pas, qu'on devrait faire attention en fait à la façon de mener les projets de cette manière-là. Voilà. Et en gros, j'ai peut-être été un peu décousue, mais j'espère que c'était clair. J'ai un chat dans la gorge pour terminer, je suis désolée. Mais à vous parler, je me rends compte que j'ai peut-être pas le rôle des entreprises dans tout ça, je ne l'ai pas vraiment trop abordé. Je m'étais posé la question au départ de savoir si je devais l'explorer plus en détail, mais je l'ai pas. C'est pas une option que j'ai gardée au final. Alors qu'il y a, je suis sûre, des choses à raconter sur des pionniers qui sont engagés en la matière, ou sur des efforts qui peuvent être faits à ce niveau-là également. Voilà. Pardon. Merci beaucoup, Anne-Sophie. J'allais te poser la question sur le rôle des entreprises, on y reviendra peut-être. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet réservé à cet effet. On a une première question de Patricia qui dit: est-ce que la vie en ville peut permettre, ça rejoint ce que tu disais peut-être sur entre quatre murs et devant les écrans, et les articles du Monde récemment sur les enfants d'intérieur. Est-ce que la vie en ville peut permettre aux grands et aux petits de garder le lien avec les autres espèces? Est-ce que tu as vu des initiatives intéressantes en ce sens? J'en parle pas dans l'ouvrage, mais alors à Bordeaux, j'avais fait 2 reportages que j'ai pas gardés dans la version finale, mais d'associations naturalistes qui font pas mal de choses pour, par exemple, ils donnent des ah mince, ils aident les habitants à fabriquer des nichoirs et pour les hirondelles et pour les chauves-souris. Ça s'appelle Tous aux abris. Et ils ont des actions dans certains quartiers de Bordeaux justement pour remettre de la nature dans la ville, comme on dit, pour revégétaliser. Et ils font pas mal d'actions avec les jeunes des quartiers aussi, parfois en décrochage ou autre. Et ils les aident à remettre les mains dans la terre. Et il y a des jolies histoires à sortir de ça. Alors ça peut paraître peut-être anecdotique, mais aujourd'hui on sait à quel point il est important de revégétaliser les villes pour éviter les îlots de chaleur, enlever le béton pour limiter voilà, les conséquences du réchauffement climatique. Je pense que j'espère qu'il y a un mouvement qui est en train de se développer en ce sens. Et un jardinier comme Éric Lenoir qui a écrit ce traité du jardin punk explique à quel point on peut partout en fait observer la nature se développer, même dans des coins comme Tchernobyl. Il a été là-bas à Pripyat et il a observé quand même une forme de résilience assez folle. Et je pense qu'on peut le cultiver depuis chez soi assez aisément. Alors forcément, c'est pas la même nature que celle qu'on va observer en pleine forêt ou dans un espace entièrement vierge. Il peut être difficile d'y accéder, ne serait-ce qu'à cause du bruit du trafic routier. Moi, c'est ce qui me gêne le plus. Hein. D'ailleurs, même chez moi, qui suis à 25 km de Bordeaux, j'entends trop encore ces bruits-là. Mais quand on commence à faire attention, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup d'occasions d'observer la biodiversité aussi en ville et que c'est très important justement de la préserver. À la campagne, je suis pas sûre que... Enfin, je suis contre l'opposition des urbains et des ruraux en fait, parce que les personnes qui vivent à la campagne n'ont pas toutes le même rapport à la nature. Et dans le rural, il y a aussi ceux qui supportent pas de voir dépasser une herbe, il y a ceux qui n'aiment pas les arbres, il y a tout un tas de pratiques en fait. Et c'est pas parce qu'on habite à la campagne qu'on est plus proche de la nature en fait. Donc je pense que voilà, il faut où qu'on soit, on peut faire quelque chose et c'est d'autant plus important peut-être d'aller voir ses voisins et de faire en sorte en ville de dire voilà, je vous propose qu'on fasse ne serait-ce qu'un potager partagé ou replanter sur les trottoirs. Il y a des grandes métropoles. À Bordeaux, je sais que ça s'est beaucoup fait et ça change vraiment le rapport à la ville. Mais surtout, ça a des effets concrets pour les pollinisateurs, pour les oiseaux qui recouvrent. En fait, cette végétation, il faut la voir comme un espace d'habitat pour
pour la faune, quoi, la petite faune, aussi bien que les petits mulots ou autres. Donc c'est important et on peut aussi le faire. Après, sortir de la ville, bien sûr, permet aussi d'en profiter les week-ends pendant les vacances. Hop, pardon. Peut-être une autre question. Est-ce que tu as des exemples de, alors on pensait territoire, mais peut-être ville, mais plus largement territoire à l'étranger, enfin je dis à l'étranger, peut-être en France d'ailleurs, on ne les connaît pas, qui soit exemplaire sur le lien au vivant, enfin qui ait travaillé ce sujet-là pour les Bah, habitants, pour le plus prégnant. en Amérique latine, il y a quand même beaucoup d'initiatives, ne serait-ce que parce que il reste encore là-bas beaucoup de peuples autochtones qui ont encore voilà, qui habitent pour la majorité encore en pleine forêt, qui ont encore des savoirs traditionnels. La notion de Pachamama aussi est intéressante là-bas et elle a pu être inscrite dans la Constitution. Donc ça fait des... Mais par contre, cette inscription dans la Constitution n'a pas forcément modifié la façon dont on s'en empare au quotidien. C'est pour ça que je disais, dans les outils juridiques, il y a plein de choses à faire, mais c'est comme pour les hommes, en fait. Hein. Les migrants qui traversent la Méditerranée ont aussi des droits officiellement reconnus, mais c'est pas ça qui fait qu'on va forcément les empêcher de mourir en toute impunité lorsqu'ils essayent de migrer, quoi. Donc ça, c'est un peu... voilà, c'est un aspect du sujet. Là où je disais, c'est dans l'éducation nature, avec le mouvement des classes dehors, il y a beaucoup de choses qui sont faites avec les forest schools dans le monde anglo-saxon et en Allemagne. Ça, je trouve ça assez intéressant. Ça se développe en France, mais le mouvement des oasis aussi dans les cours de récréation où on enlève le bitume, on essaye de remettre de la végétation dans les cours, c'est aussi quelque chose d'intéressant pour les plus jeunes. Dans les hôpitaux aussi, dans le prendre soin, on se rend compte que mettre en place des jardins aide au bon rétablissement des patients. En fait, il y a tellement d'espace où recréer ce lien en vivant que voilà. Après, je ne suis pas sûre qu'il y ait un pays encore où ça soit véritablement érigé en politique publique, hélas, alors que depuis le confinement, on devrait s'en rendre compte. Voilà, on sait très bien que les pandémies liées justement à cet espace sauvage que l'on prend sur d'autres espèces va poser problème. La santé planétaire et la santé humaine étant très liées, tout ce qu'on fait pour attaquer le sauvage va se retourner contre nous. Donc il est urgent de prendre cette mesure-là, en fait. Mais ça pose plein de questions. J'ai été faire plusieurs reportages dans le bouquin à Ostens et un peu à Belin-Bélier, là où ça a brûlé cet été en Gironde. Et il y a des débats en fait de société très très profonds à mener, voilà, sur les forêts qui sont plantées. Pourquoi les a-t-on plantées comme ça? À qui bénéficient-elles? Qu'est-ce qu'on va faire pour éviter que ça se reproduise? Et ça nécessite de penser à long terme, alors que notre économie, notre société ne font que nous pousser à réfléchir à très court terme aujourd'hui. Donc là aussi, il y a des logiciels à faire bouger en profondeur. Une autre question d'Eliabel qui mentionne le fait que le besoin ou l'élan de reconnexion au vivant dont tu parles touche à l'évidence un nombre croissant d'individus, d'organisations, etc. Et qu'on l'a pas mal vu cet été d'ailleurs au sujet des chemins de randonnée, de mémoire. Pas mal d'acteurs de la conservation alertent sur le fait que ça entraîne une surfréquentation de certains espaces naturels. Moi, j'ai entendu pas mal ça sur le chemin de Compostelle cet été, dans le parc national du Vercors, etc. Le parc naturel régional du Vercors. Et potentiellement, ça rejoint un peu ce que tu disais sur une logique de consommation plus utilitariste peut-être de la nature. Est-ce qu'il est possible, selon toi, d'arriver à une reconnexion plus équilibrée? Et ça serait quoi les recettes ou les secrets pour le faire? Ben ça, je l'aborde hein, dans le bouquin. C'est un sujet que j'aborde aussi, notamment quand j'explique que j'étais incapable de faire la différence
entre une zone naturelle sensible, une zone Natura 2000, un parc naturel régional. Enfin, il y a un millefeuille administratif pour le Pékin moyen. Je veux dire, c'est pas facile de s'y retrouver. Et donc, j'ai appris pas mal de choses, mais deux, depuis le premier confinement, ils ont beaucoup communiqué justement sur le fait de dire, bon, bah, ok, vous voyagez peut-être moins loin, vous prenez moins l'avion, ce qui est très bien, mais vous venez aussi plus, du coup, dans des zones sauvages qui étaient préservées jusqu'à maintenant. Et attention, ce tourisme-là a des conséquences. Donc, il y a des bonnes pratiques touristiques à tenir et un certain nombre de règles à préserver, en fait, hélas. Mais plus globalement, je me suis penchée aussi, alors je l'avais beaucoup fait il y a 2 ans dans le cadre d'un tour de France des écolieux, qui était toute une série de reportages qu'on a menés là à 3 journalistes. Et donc, il y a ceux qui vont tout lâcher pour s'installer, pareil, à la campagne, au vert, loin, pour, voilà, en se disant, je me reconnecte et c'est très bien. Mais pour avoir échangé, par exemple, avec des spécialistes belges de ce sujet, ils me disaient, mais en fait, en Belgique, l'Into the Wild profond, il dure 2 minutes, quoi. En fait, on est un petit pays et on ne peut pas tous se permettre de partir comme ça, habiter au vert. C'est pas là non plus la solution. Et donc, il y a en fait plein de débats autour de ça. Parce que voilà, cette tendance-là pourrait conduire à encore plus d'étalement urbain, alors qu'il y a plein de logements qui sont inoccupés ou à rénover dans les villes, qu'on peut créer d'autres types d'espaces, qu'on peut voilà, et entre les terres à acheter en libre évolution, ceux qui sont partisans de tout mettre sous cloche sans le côtoyer, etc. Il y a plein de modalités d'action en fait très différentes. Donc il faut savoir en profiter, s'y plonger, mais en faisant attention. Mais la France, là encore, est en retard. Hein. Je crois qu'on a plus que 3% de notre territoire qui est considéré comme étant totalement sauvage aujourd'hui. Alors que d'autres pays comme la Suisse ou le Canada sont à des taux de 10% ou plus. Et donc, on peut encore mieux faire pour préserver cette part sauvage et peut-être avoir un autre type d'attitude. Voilà, mais même Francis Allais, là, avec son projet de forêt primaire, il dit, voilà, ce sont des espaces qu'on doit laisser en libre évolution sur 70 000 ans, c'est pour vous dire. Mais ce sont des forêts dans lesquelles on pourra quand même se balader selon un certain type de principes qui seront faits pour ne pas abîmer les lieux, quoi, et ne pas déranger, en fait, surtout la faune qui vit. Une forêt n'existe que parce qu'il y a de la flore et de la faune, parce qu'elle est habitée, mais pas par les humains. Pas forcément, pas par nous en tout cas. On parlait des forest schools tout à l'heure. Est-ce qu'on peut parler de l'enseignement supérieur? Il y a beaucoup de focus, un peu comme dans les médias d'ailleurs, dans l'enseignement supérieur avec le rapport de Jean Jouzel sur comment on sensibilise, on intègre les sujets principalement climatiques aujourd'hui au programme. Est-ce que tu penses qu'il faut faire la même chose, peut-être aussi d'ailleurs dans l'aménagement des campus pour recultiver le lien à la nature autrement, au vivant autrement? Mais est-ce qu'il faut faire la même chose sur les sujets de biodiversité? Est-ce qu'il faut le faire ensemble? On évoquait tout à l'heure le fait de l'absurdité qu'il y a parfois à traiter du sujet climatique sans le relier à la biodiversité. Est-ce que ce sujet de l'intégration au programme de l'enseignement supérieur et donc des futurs dirigeants d'entreprise aussi, hein, il n'y a rien de fait en fait, j'ai envie de dire, on est en retard sur l'enseignement des problématiques climatiques dans le supérieur, mais on est encore pire sur ces questions d'environnement et de biodiversité. Donc, en gros, aujourd'hui, allez, je veux dire, en maternelle, primaire, avec un peu de chance, c'est des sujets qu'on aborde. Les enfants sont encore emmenés dehors, on fait des opérations, on a de l'éducation à l'environnement. Au collège, il y a un minimum dans le tronc commun, mais il n'est pas énorme. Et au lycée, ça devient une option en fait. Donc les SBT sont devenus une option. Et vous en parlez avec Marc-André Sellos qui a créé la fondation BioG. C'est un vrai cheval de bataille pour lui parce qu'il dit on a mis en avant les maths, on a mis en avant l'enseignement numérique informatique, mais alors tout ce qui est sciences de vie et de la terre, ça passe à la trappe, quoi. C'est une option. Et ça, déjà, ça donne nous poser un certain nombre de questions. Et dans l'enseignement supérieur, c'est le fruit de certains choix. Moi, j'enseigne en école de journalisme.
ça fait 3 ans cette année que je donne un cours sur le journalisme environnemental. Et là, c'est en train de monter en puissance, mais avant, il n'y avait qu'une seule formation en master, climat et médias, proposée par le SJ Lille. Alors vous allez me dire, c'est pas quand on arrive en école de journalisme qu'on doit apprendre ça, parce qu'on y vient pour apprendre le métier de journaliste. Et c'est ce que je leur dis à mes étudiants, n'ayez pas honte de rien savoir, en fait, parce qu'avant, on ne vous a pas permis de l'aborder. C'est-à-dire que vous ayez fait la fac ou une grande école, on ne vous a pas donné l'opportunité de comprendre ce qui était en train de se passer. Et je trouve ça génial aujourd'hui qu'on ait des structures comme pour un réveil écologique qui interpellent en interne les directions d'établissement pour dire que ce n'est plus possible. Et plus la jeunesse va pousser les vieux cadres de l'enseignement à intégrer ça, mieux ce sera. Alors, je ne sais pas, on parle souvent des grandes écoles, il faudrait que ça le fasse aussi dans l'université, pour des questions simplement d'accès plus large. Il y avait une question d'Anaïs qui était à côté de moi sur les politiques et potentiellement les partis politiques ou les mouvements politiques qui arrivent à intégrer dans le monde, peut-être, quelque part, en tout cas, c'est ça la question, de manière positive, cette question du lien au vivant par opposition à une appréhension qui est très catastrophiste de effondrement de la biodiversité et menaces climatiques et point. Est-ce qu'il y a des, par rapport à ce que tu disais sur les nouveaux récits, etc., est-ce qu'il y a des politiques, enfin, en gros, on passe en revue un par un tous les acteurs de la transition culturelle, parce qu'on parle de l'éducation, de l'ESR, des médias et évidemment des politiques qui arrivent à intégrer ça et de manière à mobiliser les citoyens et enfin, tout le monde de manière enfin, ouais, positive plutôt qu'en essayant de faire peur et de... Ouais, ben, je sais pas trop, hein. Parce que même en France, les Verts, pendant un temps, ont complètement cessé de parler de ces questions-là. Donc c'est compliqué. Et quand bien même ils en parlaient, c'était pas relayé par les médias parce que c'était pas considéré comme étant un sujet important. Donc voilà. À l'étranger, je sais pas trop. Sincèrement, je j'ai pas du tout exploré cette dimension-là. Euh, mais je pense qu'il faut y aller de manière détournée en fait. Euh, Historiquement, quand on regarde l'histoire de l'écologie politique, il y a des ouvrages qui ont été des best-sellers, hein, donc ne serait-ce que Le Printemps silencieux de Rachel Carson ou Avant que nature ne meure de Jean Dortz, ont été très vendus et ont eu un énorme retentissement à la fin des années 60. Mais est-ce que ça a changé notre rapport au vivant pour autant? Depuis, on est d'autant plus documenté. On a une année, là, 2022, où il y aura des grands rendez-vous liés à l'IPBES et à la COP15 sur la biodiversité. On a des documentaires qui, chaque jour, nous informent sur l'état du monde, du documentaire animalier, à ceux qui vont aborder les choses de manière différente. On a des collectifs partout en France qui se mobilisent pour éviter la construction d'entrepôts Amazon, des destructions de zones humides, des contournements routiers ou des extensions d'aéroports. Et ça, ce sont des gens qui s'engagent et qui ne sont pas forcément des écologistes dans l'âme au départ, mais juste qui en ont marre de voir ce paysage être modifié sans logique voilà, de bon sens, en fait. Donc, je pense que la politique, en fait, elle est déjà en marche à certains niveaux de la société, sans être forcément pensée, mais ça arrive souvent comme un dernier rempart, faute d'avoir suffisamment de structures qui permettent aujourd'hui de limiter ça. Et d'ailleurs, quand vous regardez des luttes comme celle autour des bassines, là, dans le Marais Poitevin, on se rend compte qu'il y a souvent des préfets qui font appel au code de l'urbanisme pour valider des projets et des militants qui en fait font appel au code de l'environnement et des observations naturalistes pour faire valoir ce qu'ils défendent en fait. Et là-dessus, on a des procédures très longues, mais qui se jouent aussi à des strates, on va dire, pure politique d'administration publique et qu'il faut des vrais savoir-faire, mais aussi beaucoup de temps, souvent bénévoles, pour faire valoir ces droits-là.
Donc ça pose tout un tas de questions. C'est pour ça que je me suis un peu intéressée au sujet dans le bouquin autour des zones à défendre et de ce que ça signifie, mais ça reste compliqué, à mon sens. Et je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais ça reste compliqué. J'ai pas de bons exemples, mais tout ce que je sais, c'est que il y a de plus en plus d'initiatives en ce sens, mais c'est pas véritablement coordonné, quoi. J'observe plusieurs choses, mais j'ai pas un faisceau de. Il y a des réseaux qui s'organisent, mais pour moi, ça reste insuffisant. Ça, c'est sûr. Une autre question, ouais, vas-y, non, pardon. Non, mais quand je regarde Claire Nouvian, par exemple, avec Bloom, et l'ensemble elle fait de la politique avec son association au niveau européen, avec des influenceurs. Enfin, c'est comme ça qu'on fait aujourd'hui. Et c'est aussi cette action-là, elle est cruciale, quoi. Et il faut pas hésiter, en fait. J'ai envie de dire, moi, l'enquête sauvage, pour moi, ça a été une invitation à dire, quel que soit, enfin, une fois que vous avez compris cette importance-là, vous avez 1000 façons de vous engager pour le faire et faites-le parce que, voilà, chacun peut peser dans la bataille. Alors, moi, en lien avec ça, et avant de prendre la deuxième question d'Eliabel, je veux bien que tu t'adresses à nous qui travaillons au quotidien avec les entreprises. C'est-à-dire, tu dis chacun peut faire quelque chose. Comment tu vois le rôle de sensibilisation, de mobilisation qu'on pourrait jouer le plus efficacement possible auprès des entreprises sur ces questions? Au-delà, peut-être en amont ou évidemment dans les offres qui sont liées à la biodiversité, mais même de manière plus générale. Bah, je sais pas, c'est compliqué parce que je pense qu'il y a une approche qui doit se faire un peu au cas par cas et sans doute en fonction des cœurs de métier de vos clients. Déjà, je pense que dans le monde de l'entreprise, il y a parfois un certain nombre d'obligations à respecter qui font qu'on va mettre en place des dispositifs. Mais je pense que ce soit dans la raison d'être que dans la chaîne de valeur mise en œuvre, voilà, je ne fais pas votre métier hein, et c'est pas du tout mon intention que de donner des conseils en la matière, mais il y a sans doute plein d'aspects à interroger, vraiment. Mais voilà, que ce soit des approvisionnements, à la circularité, ça peut toucher aussi ces aspects-là, qu'aux approvisionnements en énergie et de ce qu'on peut faire au sein même de l'entreprise, dans son enceinte physique ou dans l'attitude qu'on peut avoir au quotidien. Mais tout est lié en fait au vivant. Alors d'autant plus quand on est dans le secteur de l'alimentation, mais si on fait de l'énergie par exemple et qu'on doit implanter des panneaux photovoltaïques ou autres, c'est pas une solution si aisée que ça aujourd'hui. Et il y a une multitude de possibilités et donc il faut absolument faire le lien en fait. Donc je pense que c'est plus un questionnement à avoir en tête et pas juste se dire c'est pour protéger les petites bêtes, quoi. C'est juste dire comment est-ce qu'on intègre ça dans notre philosophie globale. Bon, après, je pense que, un, je ne vais pas vous apprendre votre métier. Deux, vous êtes sans doute plus au courant de moi que de ce qui fonctionne. Et, Après, je me demandais en t'écoutant tout à l'heure, en parlant notamment des initiatives environnementales, je me posais la question, parce que finalement, le même sujet existe pour nous, c'est-à-dire tu as la sensibilisation plus intellectuelle ou rationnelle, et tu as la mobilisation plus sensible ou expérientielle, qui est quelque chose qui n'est pas complètement évident dans notre métier, mais qui mériterait probablement d'être exploré aussi. ouais, moi, ce côté expérientiel, il a été assez fort, hein, mais parce que j'ai eu le temps de le faire aussi dans cette enquête. Quand on donne un an et demi et qu'on peut aller sur le terrain, passer beaucoup de temps dehors et juste poser cette question, voilà. Donc, est-ce qu'il y a des choses à inventer d'ailleurs à ce niveau-là pour sensibiliser les troupes en interne, pourquoi pas? Je sais pas. Je voulais dire autre chose que j'ai mangé du coup, auquel je pensais. Si, sur ces questions de comment en parler, etc., il y a une étude qui est assez intéressante que vous avez peut-être vu passer. Elle est sortie au début de l'été. C'est Destin commun qui s'appelle. L'étude s'appelle bon, Parlons climat. Mais en fait, ils ne parlent pas que de climat. Ils ont fait une traduction de tous les travaux qui, depuis 10 ans, existent surtout à l'étranger en climate communication. Nous, on s'intéressait un peu avec ça, avec Place to Be. On a fait pas mal d'études qui s'appuyaient justement sur des travaux faits à l'étranger. Et là, ils en ont fait une traduction, une synthèse. Et ils montrent justement que, avec par exemple un public plutôt à droite de l'échiquier politique,
parler de la préservation du paysage va être plus efficace qu'un autre type de discours. Et donc là, on touche plus à des stratégies de communication, mais ça peut vous être utile en fonction des interlocuteurs et touristes que vous avez en face de vous. Eliabel, tu voulais préciser quelque chose, je pense, en lien avec ce que je disais sur l'expérientiel. Tout à fait. Est-ce qu'on m'entend? Ça fait une boucle. Est-ce que là, c'est mieux? Oui, ouais, c'est mieux là, c'est bon. Ouais, pour l'instant, la façon dont on se pose la question, côté biodiversité chez Utopie, en partageant justement ce constat de l'importance du sensible, au-delà du chiffre, au-delà des savoirs froids. Pour l'instant, la façon dont nous on le traite, c'est en proposant des ateliers plans d'action aux entreprises qui se passent aussi sur site. On leur propose une journée en fait d'immersion avant de faire un plan d'action biodiversité, où on invite des experts en lien avec leurs enjeux sur un entomologiste s'il y a des fleurs. Enfin voilà, vraiment bien trouver les bons experts et proposer une journée où l'expert en fait les emmène sur les sites pour mieux comprendre aussi les territoires dont ils dépendent, qui sont aussi leurs territoires d'activité, prêter leur regard aux équipes et le lendemain, l'après-midi, faire le séminaire plan d'action avec cet élan un petit peu en plus qui donnera une épaisseur sensible aux chiffres. Donc pour l'instant, c'est la façon dont on le traite, mais je pense qu'on pourrait aussi aller plus loin, mais on y réfléchit activement. Ouais, c'est super. Non, mais voilà, passer du temps sur le terrain à comprendre ce qui se passe, rencontrer les acteurs, observer en fait juste aussi le vivant hors de nous qui est là, peut permettre de sentir les choses autrement en effet. Hein. Quand on prend des décisions très descendantes, voilà, et impactant un territoire où on ne sait pas de quoi on parle, ça pose problème. Mais c'est pour ça que derrière, en filigrane, il y a encore cette question du débat public, voilà, comment on fait politique ensemble en fait. Ouais, on pourrait faire des mini-enquêtes sauvages à nos clients en amont des. Mais il y a un exercice dont je parle dans le livre que moi j'ai fait faire à mes étudiants du coup, c'est l'exercice écobiographique. C'est un philosophe qui s'appelle Jean-Philippe Pierron, qui est à Dijon, qui a fait un petit ouvrage là-dessus que j'ai trouvé génial. Il a mis au point un questionnaire et il interroge ses étudiants avec, mais moi du coup je l'ai adapté aussi. Et il interroge les personnes sur leur rapport au vivant. Et on se rend compte que c'est un sujet sur lequel on est rarement interrogé, déjà, qu'on ne considère pas ça comme étant socialement valorisable. Et pourtant, ça donne des réponses assez fabuleuses et ça permet de s'interroger sur, en fait, c'est quoi, moi, mon lien avec la nature au départ. J'ai grandi comment et si je réfléchis à ça puissamment, ça signifie quoi en fait et je vous invite à le faire. En tout cas, je crois que j'avais partagé sur le site de l'enquête avec son autorisation le questionnaire. Et moi, j'ai des étudiants. Et je redonne juste 2 témoignages obtenus dans l'enquête sauvage. Mais quand les gens se raccrochent à ça, tout le monde a une expérience du vivant, en fait. Et souvent, ça date de la petite enfance ou de moments partagés avec des proches qui sont qui sont des éléments sur lesquels s'appuyer, en fait, pour agir. Mais voilà, c'est l'exercice d'éco-biographie. Ouais, il faudrait le pratiquer plus largement. Il y avait une autre question tout à l'heure qui te demandait. Après cette enquête, tout à l'heure, tu as mentionné le fait que ça avait changé pas mal de choses pour toi, de manière expérientielle. Qu'est-ce qui a concrètement, si tu peux le partager, concrètement évolué dans ton mode de vie, tes façons d'agir, tes façons d'habiter ta maison de famille, le monde? Oui, déjà, oui, c'est ça. C'est que comme beaucoup, je pense que moi, ça s'est télescopé cette enquête avec le confinement. Donc, on est tous ressortis, je pense, un peu différents du confinement. Mais moi, clairement, ça m'a permis d'ancrer quelque chose. Donc, à titre personnel, je me sens différente dans le sens où j'ai vraiment une attention qui a changé.
c'est une oreille qui traîne, c'est un regard qui traîne, c'est même quand je suis avec quelqu'un en ville, j'ai toujours voilà, une oreille attentive aux oiseaux ou à tout ce que je peux observer qui relève du sauvage ou de la végétation. Ça va être fuir un peu les villes et le béton. Voilà, mais j'avoue que cette question de l'artificialisation des sols, j'ai toujours été sensible et je me suis rendu compte qu'on avait là un immense problème et que quand on dit c'est quoi habiter le monde, il y a un chantier de malade à mener. On est en train de voir que ça sort un peu dans les médias sur les mesures de précarité énergétique et de rénovation de l'habitat, on ne va jamais y arriver. Enfin, moi, j'en suis persuadée. Et du coup, ça pose tout un tas d'autres questions sur voilà, comment est-ce qu'on construit nos villes et nos maisons et comment est-ce que du coup on développe tout ça et qu'en fait la majorité des projets de lutte aujourd'hui sont liés à des nouveaux projets problématique. Donc on parle beaucoup de la chasse et à raison dans les médias, mais je pense que ce sujet-là pose des questions encore plus importantes. Et après, dans ma pratique, donc déjà j'ai besoin de me faire des shoots de nature plus qu'avant, ou alors je vais couper. Voilà. Mais dans ma pratique professionnelle, je crois que c'est des sujets que j'ai envie d'approfondir ou de traiter plus fréquemment au quotidien. Voilà. En fait, dans tout ce que je fais, j'aime bien aller là où ça n'a pas été trop débroussaillé. Je trouve ça plus amusant et voilà, quand j'estime que d'autres font très bien le travail, je n'aime pas me mettre en concurrence avec ce qui est fait ailleurs. Et donc là, du coup, je vois des petits espaces où aller pour aller vers du challenge ou des choses qui ne sont pas trop faites. Je peux pas trop dire encore comment, mais c'est une envie profonde et donc je la laisse mûrir avant d'y aller. Mais que ce soit dans les sujets traités ou dans la façon de les aborder, et justement de penser toujours à cette dimension sensible, ça me paraît plus important. Et sachant que c'est un livre sur lequel je sais pas si c'est le mode narratif que j'ai choisi ou autre, mais c'est un des livres, c'est même le livre où j'ai eu le plus de retours de lecteurs et de lectrices avec des longs témoignages de gens qui sont voilà, qui partagent ce constat ou qui sont juste très touchés avec l'envie du coup de changer leur pratique. Ça leur a donné envie de bouger, donc c'est plutôt cool. Je voudrais qu'on revienne un peu aux médias, peut-être, et que tu nous parles un peu de cette charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique, que tu nous dises comment aussi comment c'est venu, comment ça se déploie, parce que le lancement est assez récent, et comment tu regardes les évolutions récentes sur ces sujets-là, à la fois à l'étranger, je pense notamment à l'initiative d'Oxford sur le climate journalism, là, qui est quand même assez ambitieuse, et sur ce qui se passe en France, dont le tournant, etc. Alors, le travail sur la charte, il a été initié en avril dernier, avec une vingtaine de journalistes de petites rédactions engagées, comme d'autres, comme moi, freelance, ou certains qui sont à France Info ou France TV. Et donc, on s'est retrouvés chaque semaine pour réfléchir à l'idée d'un texte qui pourrait être intemporel, qui ne soit pas moralisateur et qui puisse aiguiller nos confrères et consoeurs et leur rédaction dans un meilleur traitement médiatique de l'écologie. Donc, cette charte, vous pouvez la retrouver sur le site chartejournalismeécologie.fr. On l'a définie en 13 points, en disant que ces 13 points devaient être voilà, 13 principes à garder en tête, mais qu'on soit journaliste politique, économie ou sport ou culture. Hein, c'est dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire l'économie. On ne peut pas faire comme si ces enjeux-là n'existaient pas. On ne peut pas faire abstraction. Et donc, voilà, l'effort de transversalité, de rappel des ordres de grandeur, faire œuvre de pédagogie, faire attention aux mots qu'on emploie ou aux images qu'on utilise, sont autant de choses à garder en tête. On ne dit pas là qu'il faut changer du jour au lendemain, mais que faire attention à ces éléments-là nous paraissent être nécessaires et indispensable pour
pour avoir une éthique et une posture journalistique adaptée aux enjeux du siècle. Et donc aujourd'hui, on l'a lancé, donc c'était il y a 15 jours. On a plus de 1500 journalistes qui ont signé à titre individuel, et vraiment, je pense, de toutes les rédactions françaises, des petites comme des grandes. Et on a Donc, pas que des journalistes d'environnement? Non, 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 pas du tout. Et on a 150 organisations, donc des rédactions, comme 20 minutes ou Mediapart, ou des plus petites, ou des voilà, et la conférence des écoles de journalisme aussi, des syndicats qui ont signé. Bref, on a eu beaucoup de demandes, mais surtout le texte a été traduit dans 5 langues différentes, et donc on a aussi des sollicitations venues de Suisse, de Belgique, d'Angleterre, de Corée du Sud. Ça a été traduit en Japon hier. Il y a eu un article au japonais hier. Au Japon, pardon, hier. Donc en fait, ce qui est plutôt intéressant dans tout ça, c'est se dire que ce relais-là indique qu'il y avait une attente dans la société, je pense, en tout cas de la part de professionnels. Maintenant, ça reste un texte. Nous, on ne va pas aller voir chaque signataire pour voir s'il a bien fait son travail voilà, par rapport à ce qu'il a signé. On n'a pas cette intention-là. On envisage peut-être de faire un événement dans 6 mois au printemps prochain pour inviter des signataires, voir un petit peu où ils en sont, les difficultés, peut-être proposer des ateliers. Mais voilà, donc en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que notre charte, on l'avait partagée depuis le mois de juin avec un certain nombre de professionnels dans nos réseaux, des grands journaux comme Le Monde ou l'Obs qui font partie du même groupe n'ont pas voulu signer en disant qu'ils ne voulaient pas envoyer un signe comme quoi, le signer, c'était peut-être indiquer qu'ils n'en faisaient pas assez. Et en même temps, ils ont pas mal de principes en interne. Ils prouvent par leur travail que ce n'est pas ceux qui se débrouillent le moins bien. On a en effet eu à la rentrée, donc fin août, Radio France qui a fait cette annonce avec Vincent Giré du tournant environnemental. Une semaine après, c'est France Média Monde qui a indiqué vouloir faire des efforts. Ensuite, ça a été France TV en début de semaine et mardi TF1. Et voilà. Donc, toutes ces rédactions sont en train normalement de faire des masterclass ou de proposer des formations en interne à leurs équipes. Donc, c'est plutôt bon signe. Je sais que ça va pas être facile partout, mais l'idée était de dire, voilà, c'est bien de les former à l'école, mais c'est important aussi de toucher tout le monde dans ces médias pour peut-être avoir des rédacteurs en chef et des directeurs de publication qui intègrent ça à la racine plus fondamentalement et ne plus voir cette question comme une simple rubrique, mais comme en fait comme un socle commun à partir duquel observer le monde, quoi. Au-delà de ce mouvement récent, du coup, à l'origine duquel tu te trouves, quel regard tu portes depuis les médias Le Monde et Moi sur l'intégration de ces questions par les médias en France? Moi, je suis plutôt contente parce que, alors, pas tant dans le film, mais dans le livre, mon enquête sur les médias, elle était partie de cette question. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué de parler d'écologie dans la presse française? Et donc, pour y répondre, j'ai été décortiquer les médias. Donc, c'est plutôt marrant comme chemin, mais j'ai fait l'écologie des médias. Et donc, dans le chapitre 3, je crois, je fais une histoire du traitement médiatique de l'écologie en disant qu'au final, si les médias s'emparaient plus de ces questions-là, ils pourraient renouveler leur regard sur le monde et surtout retrouver un minimum de confiance et mieux servir leur public et la santé démocratique de nos sociétés. Et donc, du coup, voir ça, moi, me remplit plutôt de joie et j'étais plutôt contente qu'on arrive à mener ce travail. Et surtout, c'est la force du collectif qui a été chouette à voir, parce que moi, à l'époque, je travaillais pour un jeune média. Je vais voir Hervé Kampf qui me regarde un peu comme ça parce qu'il avait peur d'être enfin voilà, c'était plutôt rigolo. Et en fait, j'ai réussi à mettre autour de la table pas mal de gens d'univers très variés et tout le monde a joué le jeu et ça fait un truc un peu un peu inédit. Maintenant, rendez-vous dans 6 mois, dans 1 an. Et la grande question, c'est
est-ce que ce travail médiatique suffira? On a un gouvernement qui est très au fait de ce qui se passe. Ils ont reçu des climatologues, etc. Ils savent très bien. Ils ont Valérie Masson-Delmotte qui les a encore briefés pendant une demi-heure il y a 3 semaines. Voilà. Et quand je vois les décisions qui sont prises, je ne sais pas si c'est une question d'information ou de volonté réelle et profonde. Et ça, voilà, le journaliste aura beau bien faire son boulot, c'est pas ça qui va peser dans la balance. Si ce n'est pour faire des investigations en montrant peut-être que certains lobbies ont pesé dans cette décision. Mais, voilà. On le fait déjà et parfois ça peut être un peu décourageant hein, de dénoncer en permanence, de montrer qu'il y a des choses qui bougent. Le seul problème, c'est qu'à ce niveau-là, après, ça ne se réglera pas, dans les urnes ni dans les journaux, quoi. Je suis plutôt contente. Hein. En tout cas, ce travail sur les médias, je vais lui donner un petit frère au printemps prochain, normalement, je touche du bois, avec un petit ouvrage sur le mieux s'informer, parce que depuis que 2019, quand l'enquête est sortie, la situation ne s'est pas du tout améliorée sur le rapport aux écrans, sur le régime informationnel. Il y a encore beaucoup, là on parle beaucoup de fatigue informationnelle en ce moment, de gens qui se détournent complètement. Donc là aussi, on aura beau continuer notre travail d'information, il y a des personnes qui trouvent qu'on en parle de manière trop anxiogène. Et c'est pas parce qu'on parle d'écologie qu'on fait un bon traitement de l'écologie. Enfin, et surtout, il y a, je pense, oui, un quart ou un cinquième des Français qui ne s'informent plus. Donc, je dis pas qu'il faut plus s'informer, juste qu'est-ce que ça signifie de notre rapport au monde, du faire société, etc. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour reprendre la main sur ce flux informationnel. Donc là, c'est le 5e chapitre du gros bouquin que j'ai repris, mais en approfondissant et en donnant plus de tips par rapport à ça. Et on va refaire la carte du paysage médiatique français aussi avec Natacha Bigan. C'est une carte qu'on a dessinée, que vous pouvez trouver en ligne et qui est en open source, qui est très utilisée dans nos ateliers d'éducation média. Et donc là, on va la renouveler après 3 ans, on va l'accompagner d'un jeu. Enfin, donc cette enquête sur les médias, je la porte encore beaucoup parce que je pense qu'il y a un long travail à faire sur le long terme pour améliorer les choses. Super, ben merci beaucoup. Écoute, on va s'arrêter là puisqu'on n'a plus de questions. Merci infiniment de ton temps. Je rappelle pour l'équipe qu'on a, je crois, acquis une grosse vingtaine de livres d'Anne-Sophie. Il y a certains exemplaires qui sont auprès d'Alma qu'elle peut vous prêter, que vous pouvez vous passer de main en main avec du gel hydroalcoolique entre-temps. Après l'avoir lu, c'est ça c'est auprès d'Alma. Et puis, on en a un certain nombre d'autres qu'on réserve à nos clients. N'hésitez pas à y penser quand vous avez des clients ou des prospects dont vous pensez qu'ils seraient judicieusement inspirés par cette enquête sauvage et par le travail d'Anne-Sophie. Adressez-vous, je ne sais pas où ils seront, mais enfin, ils seront, je pense qu'Alma pourra vous guider sur ce point. Mention spéciale pour Eliabel et l'équipe, évidemment, qui travaille sur climat, biodiversité. Voilà, mais pas que. Merci beaucoup à tous et merci à toi. À très bientôt. Soigne-toi bien. Merci. Au revoir.